Alors Pierre Hadot, une fois qu'on a liquidé un peu comme ça ces rapports philosophie-religion, venons à cette idée d'exercice spirituel qui est centrale chez vous. Oui. Qui a l'air d'une idée effectivement simple. Un exercice spirituel, c'est quelque chose qui vous transforme intérieurement et qui est lié à la philosophie comme expérience vécue. Alors, très souvent, la philosophie, elle est dans le discours. Vous dites qu'il faudrait fonder une sorte d'éthique d'ailleurs, de la philosophie, comme ça, pour empêcher une nouvelle éthique du discours philosophique, pour que les philosophes ne tournent pas en rond, ne soient pas uniquement dans le discours, mais soient dans le choix de vie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un exercice spirituel ? Alors donc, ce fameux exercice spirituel, on peut toujours discuter sur l'expression, qui est peut-être mal choisie, on me l'a reproché. Il y en a même qui ont dit que c'était à cause de mon passé ecclésiastique, oui. Alors qu'en fait, on ne peut pas connaître son propre inconscient. Oui. Mais en fait, on peut le voir ressurgir de temps en temps, c'est oui, tout. Mais je pense quand même que le mot, ça j'en suis sûr, le mot m'a frappé, comme je l'ai dit d'ailleurs, au moment où j'ai vu un titre intitulé, d'un recueil qui s'appelait « La poésie comme exercice spirituel », que j'ai jamais retrouvé, d'ailleurs, je ne sais pas où j'ai vu ça. Et puis, après... Chez Friedman aussi, non ? Oui, alors justement... Un exercice spirituel par jour. Oui. Alors là, c'est donc dans le journal de Friedman, enfin, des fragments du journal de Friedman qui sont repris dans son livre qui est très très important, La puissance et la sagesse. Ouais. Et alors, George Friedman, le sociologue. Oui, qui disait justement prendre son vol chaque jour, éviter tous les défauts, si on peut dire, l'orgueil, etc. Et un exercice spirituel par jour, enfin. Donc, je n'ai pris conscience vraiment de cette importance de l'exercice spirituel, c'est quand on m'a demandé d'écrire pour l'annuaire de l'école pratique des hautes études, ce qu'on appelait l'article liminaire, c'est-à-dire que tous les ans, un des directeurs devait résumer un peu son travail dans un article au début de l'annuaire, un article liminaire. Et alors, j'ai cherché un sujet, puis je me suis rendu compte que la manière dont j'avais enseigné à expliquer déjà Plotin, mais aussi Marc Aurèle et d'autres, tournait autour de cette notion d'exercice spirituel, c'est-à-dire de technique, si on peut dire, enfin de pratique, dans laquelle on essaye de s'influencer soi-même pour se transformer. Alors, j'ai expliqué ça dans cet article. C'est d'ailleurs cet article-là qui a beaucoup inspiré Foucault. Mais c'est à ce moment-là, donc c'était en 1979, que j'ai pris conscience de l'importance de cette notion. Je me suis rendu compte que d'autres gens appelaient ça autrement, parce que, par exemple, Raymond Ruyère, dans son livre « La gnose de Princeton », parle de montage, lui. Et ça doit correspondre peut-être à un sens anglais, un mot anglais, je ne sais pas. Montage, et on enlève le brouillard idéologique. Oui, c'est ça, oui. Justement, il dit le stoïcisme et l'épicurisme ont justement un brouillard idéologique qui est complètement périmé, mais les montages qui correspondent au stoïcisme et à l'épicurisme sont toujours aussi vivants. Alors un exercice spirituel, c'est par exemple vivre dans le présent, c'est apprivoiser l'idée de la mort qui est en fait l'idée de la vie, c'est regarder d'en haut, voilà, ce sont des exercices spirituels. Voilà, exactement, et puis aussi... le plaisir. Oui. Est-ce que vous reprochez à Foucault, justement, de faire l'impasse sur cette idée de plaisir ? Vous dites, c'est une sorte de dandisme, non ? C'est-à-dire que... Enfin, ce que j'ai reproché, c'était de confondre plaisir et bien, en parlant de Sénèque. Mais d'une manière générale, ce que je lui reproche, c'est plutôt une sorte de repliement sur soi, si on peut dire. Et puis aussi... je pense que, personnellement, le rapport au monde, le rapport au cosmos me semble essentiel. Ça n'existe pas chez Foucault. Mais en fait, lui, il s'est rallié, d'ailleurs, plus ou moins à l'expression, parce qu'en tout cas, il parle de spiritualité. Mais il y a bien des gens qui se sont ralliés aussi.
Michel Onfray, matérialiste, oui, hédoniste. Oui. À l'exercice spirituel. Oui, et puis... Est-ce que Pierre Hadot, ça veut dire que derrière l'exercice spirituel, dont on a pris quelques exemples, il y a toujours un modèle du sage? Ah oui, c'est-à-dire que... La sagesse a encore un sens aujourd'hui? Hein? Mais je dirais oui et non. Oui, enfin plutôt non d'abord, en ce sens que il y a la caricature du sage au fond, c'est-à-dire il y a une sorte de stéréotype où on se représente justement quelqu'un qui s'éloigne du monde et qui se retire dans un ermite qui ne s'occupe plus des hommes du tout. Et si la sagesse consistait en cela, c'est sûr qu'elle n'aurait plus de place dans notre monde moderne. Mais je dirais oui, dans la mesure où justement le sage, c'est au fond... enfin, je prendrais les 3 qualités du sage en prenant les 3 règles que Épictète, le stoïcien, et puis Marc Aurèle, son disciple, formulait, c'est-à-dire premièrement essayer de régler sa manière de penser, et deuxièmement essayer de vivre au service des autres hommes, et troisièmement essayer de s'harmoniser au monde. C'est difficile à dire, mais en tout cas avoir cette dimension, se sentir comme partie du monde. Et je pense que ces 3 aspects sont toujours valables maintenant, mais il est sûr que le sage, ça n'est qu'un modèle. Ça, au fond, tout le monde l'a répété, notamment Kant, qui disait qu'il n'y a pas de philosophie, il n'y a qu'une activité de philosophe. Et surtout l'universalité de la loi morale. Voilà, c'est ça. Agis toujours de manière à traiter l'humanité en toi et en autrui, comme une fin, jamais comme un moyen, etc. Oui, c'est là qu'on est proche de cette définition de la sagesse. Est-ce que Socrate reste le modèle? Oui et non. Vous dites que... Comme toujours. Oui et non, bon. Oui, parce que ce que j'admire chez lui, c'est donc cette attitude de non-savoir, c'est-à-dire de ne pas imposer aux autres ses théories, ses idées, mais de les faire naître chez les autres. Ce qui est la grande valeur de la philosophie des Lumières, qui n'est plus à la mode du tout maintenant, puisque tout le monde l'attaque, mais penser par soi-même. Et au fond, Socrate, il essayait d'amener les gens à penser par eux-mêmes. D'où la forme du dialogue. Voilà. Et donc, lui, en disant que lui ne savait rien, mais qu'il essayait de faire sortir les idées des gens. Mais ce que je reproche à Socrate, c'est justement son refus, cette fois-ci, de s'occuper du monde, je veux dire du monde physique. Enfin, c'est le refus de la philosophie présocratique. Il a osé dire que les arbres ne lui disaient rien. Si le bonheur s'obtenait en enregistrant des discours, il serait possible d'atteindre cette fin sans avoir le souci de choisir sa nourriture ou d'accomplir certains actes. Mais puisqu'il faut changer notre vie actuelle pour une autre vie, en nous purifiant à la fois par des discours et par des actions, examinons quels discours et quelles actions nous disposent à cette autre vie. Porphyre. Alors, quand même, Pierre Hadot, quand on se penche sur ces textes
ancien, cette philosophie antique que vous aimez, on peut très bien actualiser une attitude, c'est-à-dire y trouver un modèle justement d'exercice spirituel. On peut actualiser un acte intérieur, mais on doit toujours replacer le texte dans son contexte en quelque sorte. On ne peut pas faire une impasse sur l'histoire. C'est la difficulté pour la philosophie antique. Je crois peut-être même pour toute philosophie. Oui. Étant donné l'histoire, justement, est-ce que nous sommes devenus et tout ce qui s'est passé depuis des millénaires, maintenant, au XXIe siècle, il est impossible de faire l'impasse, justement, du passé, sur le passé. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne peut pas, me semble, qu'il serait un ensemble de pratiques simples, mais et puis de se dire, voilà, on repart à zéro, et la philosophie, ça ne sera que cela. En fait, on vit, mais sans arrêt, de tout un passé, et de toute la réflexion qui s'est faite depuis des millénaires, depuis bien avant Socrate, chez Héraclite, etc. Tout ça, et finalement, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça est encore présent dans l'état de représentation que nous avons. Et alors, à ce moment-là, alors là, c'est le plus grand danger de l'époque moderne, et notamment depuis aussi la création de l'Internet, c'est qu'on a de plus en plus tendance à ne pas traiter ces choses-là scientifiquement, si on peut dire, c'est-à-dire ces études sur le passé. On s'imagine qu'en feuilletant comme ça, tranquillement, un recueil de textes, une anthologie de textes philosophiques de l'Antiquité, ou un recueil sur les présocratiques, et on trouve une formule, on traite les textes antiques comme on traite l'article de journal que l'on vient de lire. Et c'est pas du tout la même chose, parce qu'on cette fois-ci, on est en complet anachronisme, on ne se rend pas compte du tout de toute la distance qu'il y a vis-à-vis de la philosophie antique. En fait, quand j'ai d'ailleurs fait la traduction de Plotin, quelqu'un d'extrêmement cultivé m'a dit, moi j'ai lu le texte de Plotin, je n'ai rien compris. J'ai compris un peu votre commentaire, mais j'ai rien compris au texte de Plotin. Et c'est normal, parce que c'est tout un univers différent. C'est pour ça que je pense qu'il faut donc un travail scientifique sérieux, d'autant plus que malgré tout le travail qui a été fait surtout au XIXe et au XXe siècle, même les textes de l'Antiquité, souvent, ne sont pas sûrs. C'est-à-dire que ça a été écrit, recopié dans des monastères pendant des siècles et des siècles. Les gens ont fait des tas de fautes. Il y a toute une science très, très rigoureuse, aussi rigoureuse qu'une science exacte, qui consiste à faire la généalogie des copies pour arriver à découvrir ce qu'on appelle l'archétype. Ça suppose donc un grand travail. Et par exemple, c'est ce que je reprochais à Foucault, c'est qu'il s'imaginait qu'il pouvait prendre n'importe quelle vieille traduction de Sénèque ou de Philodème, texte grec, pour en tirer des conclusions. Mais en fait... Vous, c'est la philologie qui vous a aidé. Fait de la philologie. Ah, ça m'a fait du bien, oui. Ça vous a donné l'humilité, vous dites. Oui, exactement, oui. J'ai pris contact avec ce monde des manuscrits et de la lecture des manuscrits. Et comme Nietzsche. Oui, exactement. Des philologues, oui, comme Nietzsche. Et vous dites alors qu'un auteur, il faut, pour pouvoir l'apprécier dans le fond, on doit savoir ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire et ce qu'il peut dire. Ça me rappelle toujours d'ailleurs que ces expressions-là, je les avais utilisées dans mes titres et travaux pour la présentation au Collège de France. Et François Jacob avait été frappé par ces trois mots, parce que lui, qui considérait la chaîne de l'ADN comme un langage, il pensait aussi il se disait ce qu'elle veut dire, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle doit dire. Ça l'intéressait, cette situation où on est en présence d'un langage qui est finalement codé. Oui. Oui, parce que avec toutes les règles de la rhétorique antique, on ne disait pas ce qu'on voulait. On ne pouvait pas dire tout, mais on s'est débrouillé pour dire ce qu'on voulait en utilisant des règles extrêmement strictes.
Remarquez qu'au fond, c'est un peu ce qui caractérise le classicisme, parce qu'en musique ou en peinture, surtout en musique, on a toujours été obligé de se soumettre à des règles comme la fugue, la sonate, des structures toutes faites. Et dedans, les génies comme Beethoven ou Mozart, ils mettaient ce qu'ils voulaient dire. Et c'est un peu la même chose pour la philosophie. Donc, mais il faut, pour comprendre une œuvre, savoir ce qu'il veut dire, ce qu'il peut dire et ce qu'il doit dire. Hein, c'est pas facile. Dans le fond, on a démarré sur la simplicité, mais c'est pas si simple que ça. Il suffit pas, Pierre Hadot, pour envisager la philosophie comme manière de vivre, dans le fond, de lire Épicure, la lettre à Ménécée, les écrits pour lui-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, l'éloge de la philosophie de Merleau-Ponty et l'erreur de Narcisse de Lavelle. Mais c'est pas suffisant, dans le fond. Non, mais c'est un bon début quand même. Hein. Oui. Et puis si on les lit attentivement, parce qu'au fond... La philosophie, c'est apprendre à lire, finalement, aussi. Et si on apprend à les lire, eh bien, on peut beaucoup progresser. Il y avait d'ailleurs, récemment, j'ai été amené on m'avait demandé de faire une contribution à un recueil en l'honneur de quelqu'un. Et j'ai repris, j'ai commenté une définition de la philosophie que Hilary Putnam, oui. C'est un philosophe américain, avait donné, la philosophie, c'est l'éducation des adultes. Et ça, c'est très, très juste à tout point de vue. L'éducation des adultes, c'est justement d'arriver à penser par soi-même, mais tout en tenant compte, quelquefois en repensant, en réutilisant des choses, mais en les assimilant à ce moment-là. Et comme disait aussi Kant, penser par soi-même, se mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils pensent et qu'ils ont le droit de le penser aussi. Hein, donc, la tolérance, c'est un mauvais mot, mais enfin la liberté, la liberté de penser. Et puis aussi penser d'une manière cohérente avec soi-même aussi. Je m'efforce de mener une vie philosophique, consciente, cohérente et rationnelle. C'est ça ? Oui, exactement. Pierre Hadot. Consciente, cohérente et rationnelle. Alors la folie, elle est où là ? Dans vos leçons de piano ? Hein ? C'est-à-dire que... Vous jouez du piano, hein ? Vous avez joué de l'orgue, vous jouez du piano. Oui. Vous dites... je joue plus beaucoup maintenant parce que mes doigts commencent à s'ankyloser. Mozart le matin, Beethoven à midi, c'est ça ? Oui. Et puis Chopin le soir. Oui. Et le Chevalier à la Rose pour la nuit de Saint-Sylvestre. Ah oui, absolument, tous les ans. Oui, il y a aussi la poésie que vous aimez. Oui. Même dans cette vie consciente, cohérente et rationnelle, par exemple, vous aimez Rilke, et tous ces textes que vous donnez, ce florilège de textes, où on voit Thoreau, Goethe, Rilke, ce sont des textes lyriques dans lesquels, et même Nietzsche, certains textes de Nietzsche. Ah oui. C'est des textes d'enthousiasme. Oui, les textes de la fin ont été choisis surtout pour essayer d'expliquer un peu le sentiment océanique quand même. Pierre Hadot, dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre à votre petit-fils qui a 8 ans, qui occupe beaucoup de votre temps ? 9 ans. Maintenant. Justement, par rapport à cette philosophie antique, cet exercice spirituel, tout ce climat dans lequel vous baignez, là, toute cette philosophie dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez ? Eh bien, je crois que, à mes yeux, l'essentiel, ce serait justement de se rendre compte de la valeur de l'instant et de la vie. Et par exemple, même déjà maintenant... tous ces petits chagrins ou grands chagrins sont toujours provoqués par des choses qu'ils croient énormes, alors qu'il faudrait qu'ils se rendent compte, justement. Et d'ailleurs, il est déjà parti sur cette voie parce qu'il est en adoration devant la nature. C'est-à-dire, il s'occupe de plantes, et il a planté 50 glands dans 50 pots différents pour repeupler la forêt de Limours détruite par la tempête. Est-ce que vous lui avez appris que nature aime à se cacher ? Ah non, mais il voit ça sur mon ordinateur de temps en temps, il le répète, mais ça, il ne comprend quand même pas, là.
Pour l'instant, c'est l'instant présent. Ah oui, oui, absolument. Merci Pierre Hadot. À lire de Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre, des entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold Davidson chez Albin Michel. Je voudrais, à la fin de ces entretiens, faire comme Arrien, l'auteur du Manuel d'Épictète. Pour terminer son livre, il a cité plusieurs textes d'autres écrivains qui, à ses yeux, résumaient tout ce qu'il avait voulu dire. À mon tour, je proposerai, en suivant l'ordre chronologique, une courte anthologie de textes que je n'ai pas pu citer, ou citer en entier, à propos du sentiment de l'existence, ou du sentiment cosmique et océanique. Les commenter seraient les affadir, ils parlent d'eux-mêmes. Ce sera un moyen de communiquer encore, mais d'une manière indirecte avec mon lecteur. Je ne connaissais du Tao que ce que peut en connaître une mouche à vinaigre prise dans une cuve. Si le maître n'avait pas soulevé mon couvercle, j'aurais toujours ignoré l'univers dans son intégralité grandiose. Chuang-Tzu. Pour ma part, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de temps à la contemplation de la sagesse. Je la regarde avec la même stupéfaction avec laquelle, à d'autres moments, je regarde le monde. Ce monde qu'il m'arrive bien des fois de regarder comme si je le voyais pour la première fois. Sénèque. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni ce que c'est que moi-même. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'entourent, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, et pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais, c'est que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Pascal.
âme. Toutes les éternités étaient nécessaires pour créer les conditions de ce seul événement, et toute l'éternité a été approuvée, rachetée, justifiée, affirmée dans cet instant unique où nous avons dit oui. Nietzsche. La plupart des gens ne vivent pas dans la vie, mais dans un simulacre, dans une sorte d'algèbre où rien n'existe et où tout seulement signifie. Je voudrais éprouver profondément l'être de toute chose. On ne peut jamais dire une chose tout à fait comme elle est. Il allait par la campagne au milieu des champs, jeune garçon de 16 ans, quand il leva son regard vers le ciel et vit un cortège de hérons blancs traverser le ciel à une grande altitude, et rien d'autre. Rien que la blancheur des créatures vivantes ramant sur le ciel bleu. Rien que ces deux couleurs l'une contre l'autre. Cet ineffable sentiment de l'éternité pénétra à l'instant dans son âme et détacha ce qui était lié. Lia ce qui était détaché, au point qu'il tomba comme mort. Hugo von Hofmannsthal. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé, c'est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable. La peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, mais encore les rapports d'homme à homme. Elle les a soustraits au fleuve des possibilités infinies pour les abriter en quelques lieux sûrs de la rive. Rilke. Mon expérience par excellence. Je crois que le meilleur moyen de la décrire, c'est de dire que lorsque je fais cette expérience, je m'émerveille de l'existence du monde. Et je vais maintenant décrire l'expérience qui consiste à s'émerveiller de l'existence du monde en disant « c'est l'expérience de voir le monde comme un miracle ». Wittgenstein. On se retrouve après la pause avec le philosophe Étienne Gruyaud. Bonjour, le philosophe Étienne Gruyaud. Bonjour. Alors, la simplicité, valeur d'une illusion. Rien n'est simple, c'était si simple, et puis soyons simples. Alors l'affaire est entendue, la complication nous agace tout autant que le simplisme, mais tous les hommes d'expérience savent qu'il est difficile de trouver et de retrouver la simplicité. Et les plaques d'immatriculation, les bandes et la Cosaque, les vagues dans les roseaux.
Rien n'est simple alors que tout devrait l'être. Le simple fait l'objet d'un secret et profond désir. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. Alors pourquoi un tel idéal malgré ce constat désabusé que rien n'est simple ? Le compliqué s'oppose à la facilité. L'esprit se perd et perd son temps dans les détours inutiles. Le compliqué est aussi synonyme d'obscurité et de confusion. On n'y comprend rien, on n'y voit pas clair. Le simple, dans le discours comme dans l'action, se caractérise par une économie de moyens et un accès direct à l'essentiel. Pas de digression, pas de surcharge inutile. Simplicité signifie commodité, donc efficacité. D'où sa valeur pédagogique et pragmatique. Mais dans l'ordre de la connaissance, la simplicité est une exigence méthodologique. L'esprit, pour connaître, cherche à simplifier la réalité perçue. C'est une question d'économie de pensée. Il faut trier, analyser, désenchevêtrer le réel. Le simple n'est jamais donné. Il est le terme d'une décomposition, d'un tout qui se présente désordonné, confus. C'est la grande règle de la méthode chez Descartes qui conjugue analyse et synthèse, décomposition et recomposition si l'on veut saisir l'ordre des choses. Il faut d'abord, dit Descartes, aller du complexe au simple en décomposant la difficulté et puis du simple au complexe en reconstituant le tout de façon intelligible, claire et distincte. Et alors, on peut saisir simplement la complexité des choses, qui ne nous apparaissent plus compliquées puisqu'on les comprend. Le compliqué n'est que l'appréhension confuse du complexe et du composé. Ainsi, par exemple, la première grande loi scientifique, la loi de chute des corps, est une formule très simple qui balaye toutes les interprétations selon le lieu, selon le poids, selon la nature des corps et des chutes. C'est donc bien souvent l'esprit qui se complique les choses quand la réalité doit être simple. La science postule un parallélisme entre la simplicité de la raison et la simplicité de l'ordre du monde. C'est l'axiome galiléen, la nature est un livre écrit en langage mathématique. Ce n'est pas qu'une question de commodité, il s'agit bien là d'une recherche de la vérité, d'une adéquation de l'esprit au réel. Et pourtant, le réel résiste à cet effort de simplification, et il n'est jamais aussi simple que la science le prétend. Les éléments prétendus derniers s'avèrent en fait décomposables à l'infini, en mathématiques comme en physique. Le calcul infinitésimal, la divisibilité à l'infini de l'espace, la suite infinie des nombres nous montrent qu'on peut continuer indéfiniment le fractionnement, sans jamais atteindre d'éléments derniers. De même, la micro et la macrophysique révèlent un univers ouvert à l'infini, un emboîtement infini de mondes, comme aurait dit Pascal. La science n'est donc qu'une connaissance approchée, interminable, qui n'atteint aucune connaissance complète de rien. L'être est muet et l'esprit bavard, cela s'appelle connaître, dit Sioran. Si la simplicité reste donc l'horizon sans cesse reculé de la science, elle est aussi le prétexte à toutes les spéculations nostalgiques. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah. C'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps. C'était si simple. De la simplicité comme de l'innocence, on ne prend conscience qu'après l'avoir perdue. À l'instar de la naïveté, de l'ignorance, de l'innocence, la simplicité apparaît comme un défaut paradoxalement valorisé. Regret d'un paradis perdu, elle fait l'objet d'un préjugé culturel favorable. Elle est comme l'éternelle absente de toute civilisation.
La culture est présentée comme une sorte de péché originel qui nous a éloignés de la pureté naturelle. De ce point de vue, être simple, être nature, comme l'on dit, franc et transparent, d'un bloc, sans arrière-pensée, sans dissimulation, être naturel, c'est être pur et simple dans sa manière d'être. À l'inverse, comme dit Rousseau, l'homme qui médite est un animal dépravé. Le passage à la culture a engendré l'amour-propre, la considération de soi dans le regard des autres, et donc la vanité, le souci de prestige, la rage de paraître et de se distinguer, le goût du pouvoir et des grandeurs d'établissement, la comédie sociale. Voyons aujourd'hui la passion hystérique d'être célèbre, tant vendue sur toutes les chaînes de télévision. À l'inverse, la socialité produit la société du soupçon dans laquelle on n'ose plus paraître ce que l'on est et où règne froideur, crainte et trahison. Moralement, dit Rousseau, c'est la raison qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est par elle que l'homme dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant: péris si tu veux, je suis en sûreté. Le philosophe trouvera à s'argumenter pour laisser égorger son semblable sous sa fenêtre, dit encore Rousseau, tandis que la femme des Halles se porte sans réflexion au secours de ceux qu'elle voit souffrir. On aurait ainsi perdu le sens du bien, et il faut de la simplicité pour manifester cet élan de sympathie irraisonnée qu'est la pitié, puisqu'on peut connaître le bien et ne pas l'aimer. La moralité suppose donc de laisser parler en soi un sentiment moral. Le cœur a ses raisons que la raison peut étouffer. Dès lors, la simplicité n'est-elle pas un idéal irrécupérable? Est-elle autre chose qu'un lamento de vieux fatigués à la recherche d'un passé à jamais perdu? La nostalgie, c'est l'expression du désir dans une philosophie de la déchéance. Et par là, elle devient sans doute une vertu. Nous sommes déchus, oui, mais nous le regrettons. Et il serait bien étrange et tragique de désirer à ce point ce qui ne saurait exister à nouveau. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous nous aimions. Le reste importait peu, les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux. Jour après jour, la vie n'était que jeux, rires et fous rires, amour et rire fou. Et les voisins irrités de nous voir heureux de tout, frappaient au mur de notre chambre. Et quand l'hiver, le gel envahissait de rameaux flous la fenêtre trop blanche, dans notre lit bien entre nous, nous restions tout le jour, mieux qu'en été nus sous les branches. Soyons simples, la simplicité peut faire l'objet d'une conquête. Elle est alors aussi éloignée du cynisme désabusé que de la niaiserie. Cette vertu d'enfance ou de nature ne saurait justifier un manque de maturité ou de culture ou de politesse. Elle doit se trouver au terme du parcours d'une vie réussie. C'est l'idée d'un retour à ce qu'on a oublié d'être, d'une retrouvaille avec soi-même, mais autrement et en mieux. Yankelevitch, dans L'innocence et la méchanceté, parle en ce sens d'une simplicité ultérieure, comme une sorte de nouvelle jeunesse, de grâce retrouvée. Un homme simple décide d'être simple. Ainsi, l'esprit simple n'est pas le simple d'esprit. Le simplet, l'idiot du village, n'est pas le champion de la simplicité. Simplicité ne se réduit pas à cette pure spontanéité qu'est la franchise. La franchise est parfois trop simple pour être vraie. Elle relève d'une nature psychophysique. Elle est une qualité pré-sincère parce que pré-réflexive. C'est celle du bœuf ou de l'âne franc du collier. C'est celle de l'enfant primaire plutôt que sincère. C'est celle de l'ingénu qui dit tout ce qu'il pense sans vraiment penser ce qu'il dit, sans même pouvoir se retenir de dire. L'homme franc n'est pas l'homme simple. Il se contente d'être le témoin de lui-même. Il s'impose tel qu'il est. Je suis comme ça. Il confond le ressaisissement de soi avec le relâchement de soi. La franchise est une sorte de simplicité sans maîtrise. L'homme franc balance l'intégralité de ce qu'il est. L'homme simple recherche l'intégrité dans l'expression de soi, c'est-à-dire qu'il va à l'essentiel. En ce sens, simplicité signifie sincérité. Comme le miel sincère est sans cire d'abeille, débarrassé de son impureté, la simplicité sincère implique tri, discernement, purification de l'expression. La simplicité n'a rien d'une pure positivité. Elle n'est pas l'expression directe et totale de soi. Elle reste en ce sens un idéal paradoxal, un appel à l'immédiateté, au naturel sans phare, sans détour, sans affectation, et un appel à la médiation, à la pesée, à la maturité, à l'exigence réflexive. Par là, comme dit Yankelevitch, pour être sincère, il faut cesser de l'être. Il faut avoir pris la mesure de la complexité du moi pour n'en être ni la dupe ni la victime.
Simplicité, c'est la transposition sur un plan existentiel de la docte ignorance socratique, une sorte de docte et inébranlable insouciance. L'homme simple n'étale pas son érudition, ses titres ou son génie. Il a surmonté sa culture, il a intégré sa réflexion. Sa science ne fait plus écran entre lui et le monde, mais le ramène à la vie. Il va à l'essentiel, il sait que tous les hommes sont mortels, il sait qu'on peut être ignorant et sage, que le souci de penser la vie doit le rendre capable de vivre sa pensée tout simplement, comme un homme. Vivre, c'est simple, mais oublier de vivre, c'est facile et puéril. Simplicité correspond alors à ce que Descartes nomme la vraie générosité, qui permet d'estimer tous les hommes à l'égal de soi-même. L'essentiel en l'homme, c'est la bonne volonté, la seule chose qui soit digne d'être admirée, la seule chose qui dépende de nous. Tout le reste, force, santé, richesse, est accessoire et ne mérite pas notre estime. La générosité, c'est la simplicité des grands qui fait dire à Descartes dans le traité des Passions « Je n'imagine pas un homme, si imparfait soit-il, qui ne soit digne d'une amitié très parfaite. » Merci Étienne Guyot. Pour La vie comme elle va, Julien Douminc, Olivier Copin, Étienne Guyot, Véronique Samouilov, Francesca Piolo vous souhaite une bonne année. Si vous voulez nous joindre, pièce 61 31 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16, ou laviva@radiofrance.com. Bonne fin de journée. Pierre Hadot, invité de La vie comme elle va, aujourd'hui nous parlait de la philosophie comme manière de vivre. Eh bien, rappelons tout simplement le rendez-vous hebdomadaire avec la philosophie sur France Culture, les vendredis de la philosophie. Demain, à 9h05, nous retrouverons Blandine Kriégel. 8 jours plus tard, vendredi 11 janvier,